Je vous propose que nous commencions par la fin. Et la fin à laquelle j'aimerais que nous parvenions, c'est vraisemblablement la proposition ou la défense de ce qu'on pourrait nommer une résistance poétique, qui me semble être le mode d'action à la fois le plus efficace, le plus radical, mais aussi sans doute le plus élégant face au drame que nous traversons, et que peut-être d'ailleurs nous ne traverserons pas en réalité. Et c'est la raison pour laquelle je vais consteller un peu ce petit discours de quelques récitations de textes poétiques qui viendront l'interrompre, le saccader de façon inopinée, parce que je crois que le poète, c'est celui qui, à chaque vers, se soumet aux règles impérieuses de la grammaire, mais qui, en contrepoint, sait qu'à chaque nouvelle strophe, il peut aussi totalement interroger, déconstruire et recréer le réel. Et il me semble que c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui, et c'est pourquoi j'ai aussi choisi des textes qui n'étaient pas directement liés à la question écologique ou naturelle, parce que je crois que la question à laquelle nous faisons face aujourd'hui est d'une ampleur qu'on pourrait dire abyssale. Alors je vous propose que nous débutions par un tour d'horizon. Voilà, un tour d'horizon volontairement un peu erratique, presque chaotique, et qu'on essaye de faire une ébauche de bilan de l'état écologique du monde. Alors aujourd'hui, pour vous dire la vérité, mes collègues spécialistes du climat, de la pollution, de l'environnement, des écosystèmes, sont littéralement désespérés. Ils sont désespérés parce qu'ils pensaient que lorsque la connaissance du désastre serait portée au public, les choses évidemment changeraient, et ce n'est manifestement pas le cas. Très récemment, une méta-analyse portant sur 13 000 articles publiés de biologie de conservation dans les meilleures revues est tout à fait éloquente. La vie est en chute libre dans tous les secteurs. Nous faisons actuellement face sur Terre à ce qu'il est appelé une extinction massive, mais qu'il faudrait peut-être en réalité nommer une extermination délibérée, puisque les causes, bien sûr, sont parfaitement connues. Les animaux, finalement, ne disparaissent pas, n'est-ce pas ? Ils sont tués. C'est ce que certains appellent aujourd'hui, dans le milieu des naturalistes, un anéantissement biologique. En 40 ans, 400 millions d'oiseaux ont disparu du ciel d'Europe. 60% des populations d'animaux sauvages ont été exterminées, 80% des insectes volants ont disparu d'Allemagne, et les grands spécimens de poissons d'eau douce ont décliné de près de 90%. 1 million d'espèces sont menacées à très court terme d'extinction. Environ 1000 milliards d'animaux marins meurent chaque année, et les navires de pêche industriels parcourent chaque année 35 000 fois le diamètre de la Terre. Les humains, nous, représentons 0,01% des vivants. Mais nous sommes à l'origine de 85% des morts depuis les débuts de la civilisation industrielle. Nous perdons en France l'équivalent de 3 départements d'espaces vierges ou quasi-vierges tous les 10 ans. Comme vous le savez, la France ne compte pas 1 million de départements. Donc au rythme de 3 par décennie, ça ne va forcément pas durer très longtemps. On peut aussi, du point de vue scientifique, puisque c'est un peu mon domaine, estimer la probabilité que le réchauffement qui est aujourd'hui observé indubitablement ne soit pas d'origine anthropique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas causé par l'homme. Cette probabilité vaut 0,0005%. Si vous voulez parier la vie de vos enfants sur cette hypothèse, c'est un pari très risqué. La part de l'humanité qui sera soumise à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours s'élèvera à la fin du siècle à 74% de la population mondiale. L'ONU attend de 200 à 700 millions de réfugiés climatiques dans les 30 ans à venir. Dans les 30 ans. Vous avez remarqué, il y a peu, on disait « nos petits-enfants vont », puis après c'est devenu « nos enfants vont ». Maintenant, c'est « nous allons ». Dans 30 ans, beaucoup des gens ici présents ce soir pourront assister à ce triste phénomène. Officiellement, 44 pays sont d'ores et déjà en situation de stress hydrique fort ou extrême, dont certains se trouvent en Europe. On estime que 25% de la population mondiale sera très bientôt en situation de manque radical d'eau. L'ONU, pourtant toujours prudente dans ses déclarations,
évoque, je cite, « une menace existentielle directe ». Et elle souligne que les objectifs affichés sont ridicules et qu'en plus, ils ne sont pas tenus. Vous savez, nous sommes en régime de croissance exponentielle. Dans mon domaine, en physique, un système soumis à une croissance exponentielle est dit instable. C'est ce qu'on appelle un crash. Le système est en train littéralement d'exploser. Et on peut très bien calculer en physique le temps que ça prend. C'est typiquement quelques fois le temps que prend le doublement de l'utilisation des ressources. Pour le système planétaire, c'est environ 30 ans, quelques fois 30 ans, ça fait un siècle. Vous voyez que les prédictions de la physique sont finalement en très bonne adéquation avec les prédictions des écologues. De plus, nous avons récemment compris que le dégel du permafrost s'avérait 50 fois plus rapide que prévu. Dès lors qu'un ajustement est fait, c'est presque toujours dans le sens d'un empirement de ce qui était suspecté, sachant qu'il libère, le permafrost, du méthane qui est 20 fois plus efficace que le CO2 dans ses conséquences du point de vue de l'effet de serre. Et il libère d'ailleurs des agents pathogènes que nous pensions jusqu'alors essentiellement éradiquer. Comme on l'entend souvent, l'océan de plastique qui erre dans l'océan réel d'eau fait environ 3 fois la taille de la France et malgré tous les discours, sa masse est toujours en augmentation exponentielle. Au rythme actuel, la production de déchets va augmenter de 70% dans les 30 prochaines années. Chaque année, en parallèle, 80 000 km² de forêts disparaissent. On sait de façon presque certaine que les forêts primaires vont s'éteindre dans la prochaine décennie, du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. Il ne reste plus sur Terre que 46% des arbres que notre planète comptait avant les débuts de l'agriculture, il y a environ 12 000 ans. La fonte des glaciers de montagne, qui est bien sûr avérée, va donner beaucoup trop d'eau douce d'abord, puis beaucoup trop peu ensuite à des populations qui en dépendent directement, plongeant vraisemblablement 2 milliards de personnes dans une situation de stress hydrique drastique. Sachant qu'en plus, ces glaciers et le permafrost contiennent environ 800 000 tonnes de mercure qui vont se déverser dans les eaux jusqu'alors potables. L'été dernier, nous avons remarqué qu'environ 3 millions d'hectares de forêts sont partis en fumée en Sibérie, tandis qu'en une seule journée, 11 milliards de tonnes de glace avaient fondu au Groenland. La population tue vraisemblablement aujourd'hui, à l'échelle mondiale, 3 fois plus que le sida, et chaque année, il faut nourrir 89 millions d'êtres humains supplémentaires, sachant qu'environ 40% de la production alimentaire mondiale est, à ce stade, gaspillée. Denis Meadows, l'auteur du célèbre rapport du MIT qui, dès 1972, affichait l'état du monde et prédisait la situation actuelle, a très récemment déclaré « c'est manifestement le scénario de l'effondrement qui l'emporte ». Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin, où tous les vins coulaient, où tous les cœurs s'ouvraient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère. Et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui. Oh, sorcière, misère, haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd et la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour en périssant mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'air du crime et j'ai joué de bon tour à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, m'étant dernièrement trouvé sur le point de faire le dernier couac, je songeais à retrouver la clé de l'ancien festin auquel je reprendrais peut-être appétit. La charité est cette clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé. Tu resteras hyène, se récrie le démon qui me couronna de si aimables pavots, mais gagne la mort.
avec tous tes appétits et ton égoïsme et tes péchés capitaux. J'en ai trop pris. Mes chers Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée. Et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez chez l'écrivain l'absence de facultés descriptives et instructives, je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés. Arthur Rimbaud. Si l'on se focalise sur le pire, c'est-à-dire sur ce qui est déjà en cours, sur ce qui est déjà acté, à savoir la mort d'un nombre incalculable de vivants, la cause n'est pas le réchauffement climatique. Il faut arrêter de se surfocaliser sur le réchauffement climatique. La 6e extinction massive n'est à ce stade pas causée par le réchauffement climatique. Aujourd'hui, la première cause de disparition des populations animales et des espèces, c'est la fonte des espaces de vie. Les vivants non humains n'ont tout simplement plus de lieu pour vivre. Et donc, ils meurent. C'est aussi simple que cela. C'est le surexpansionnisme débridé humain qui est la première cause de la catastrophe actuellement observée. L'Amérique du Sud a perdu 30% de ses espaces vierges en 2 décennies. L'Afrique, immense, en a perdu 15% sur le même laps de temps, et la tendance est à l'accélération. Non pas seulement à la poursuite, mais à l'accélération de ce phénomène de disparition des espaces vierges. La deuxième cause fondamentale, c'est la surexploitation. Les navires de pêche que j'évoquais utilisent aujourd'hui des radars et même des observations satellitaires qui anticipent sur les déplacements des bancs de poissons qui n'ont littéralement plus la moindre chance. Les chaluts raclent des fonds marins qui mettent 10 000 ans à se reconstituer. Et accessoirement, même si, comme le disait Deleuze, nous n'entendons pas les poissons crier, vous savez quand même comment meurt un poisson quand les filets remontent? La vessie natatoire explose, les yeux sont arrachés des orbites, l'estomac et l'œsophage ressortent par la bouche. Je sais bien, les gens sérieux ne parlent pas de ces choses-là, mais on peut quand même éventuellement y penser. Il y a aussi l'agriculture intensive et ses pesticides. Environ 98% des pesticides utilisés atteignent une autre destination que leur cible. Aux États-Unis, on estime qu'environ 62 millions d'oiseaux sont tués chaque année à cause de l'usage des pesticides, plus que la population française. Il touche également, bien sûr, les humains, via le développement de maladies congénitales ou en favorisant des cancers, et en particulier les jeunes humains, c'est-à-dire les enfants. Alors c'est vrai, dans le moyen terme, dans le long terme, si tant est qu'il existe, c'est effectivement le réchauffement climatique qui deviendra l'une des causes majeures d'extinction de la vie, mais retenons bien que sans le moindre degré d'élévation de température, nous serions quand même dans la 6e extinction massive. Donc c'est une faute axiologique radicale que de se focaliser exclusivement sur les émissions de CO2. Bon, les causes, c'est tout cela bien sûr, mais ce sont aussi les causes symboliques, informationnelles. Qu'est-ce qu'on observe depuis que la connaissance de ce désastre a été portée aux yeux et aux oreilles du public? On observe quand même une sorte de déchaînement des forces de réaction. Un biocide est en cours. La vie s'effondre sur Terre, c'est acté. Mais on a quand même vu dans les derniers mois une grande partie de la presse titrer sur l'écologie pour la dénoncer, pour dénoncer l'imposture écologique et s'assurer que surtout, rien ne change. Alors soyons clairs, certains grands médias jouent parfaitement leur rôle et il faut les féliciter. C'est un fait. Mais en contrepoint de cela, il y a un véritable clivage. Et d'autres journaux tirent aujourd'hui à balles journalistiques réelles sur les lanceurs d'alerte et sur l'écologie. Pendant 40 ans, on a moqué les écologistes. C'était des doudingues. Les gens sérieux ne parlaient pas de ça. On souriait, on haussait les épaules. C'est un fait aujourd'hui. Ils avaient raison. Alors, comme on ne peut plus dire que ce sont des doudingues, des abrutis, on voit les forces de réaction changer leur fusil d'épaule et dire « En fait, vous êtes des dictateurs ». Bon, restons calmes. Les lanceurs d'alerte sont sans ambition politique, sans argent, sans armée, sans lobby, sans collusion médiatique. Ils énoncent une vérité scientifique consensuelle et dramatique, mais ils seraient donc les dictateurs
Restons calmes. Je crois que les calomniateurs se sont littéralement couverts de ridicule. Bien, je ne les envie pas. D'autant que si on veut en rester à la question de la dictature, soyons sérieux maintenant quelques instants. Parce que quand effectivement il y aura entre 200 et 700 millions de réfugiés climatiques, croyez bien que ça ne se passera pas dans la joie et la bonne humeur. Quand vous voyez l'inhumanité avec laquelle furent traités les quelques réfugiés syriens, on imagine bien que 500 millions de personnes qui vont migrer de façon drastique, ça ne peut pas bien se passer. Et là, évidemment, nous verrons émerger des régimes dictatoriaux. Et croyez-le bien, nous ferons alors évidemment appel aux mêmes forces de réaction que celles qui sont aujourd'hui en train de créer ce problème. Regardez le cas de Greta. Ce n'est pas une sainte. C'est pas une sainte, Greta. Elle est très saine, sans doute, mais ce n'est pas une sainte. Elle vient finalement porter quoi ? La parole d'une génération qui va payer le prix exorbitant de notre inconséquence. Finalement, elle ne dit pas grand-chose d'original. Elle relaie le message des experts du GIEC. Bien. Certains journaux fleurissent d'articles moqueurs, incendiaires, sur le physique, sur la maladie, presque toujours d'ailleurs articles misogynes. Certains espèrent que son voilier fera naufrage, d'autres pendent un mannequin à son effigie. Certains évoquent même un lien avec le nazisme, dans des journaux publiés, pas sur les réseaux sociaux. Restons calmes. Ils n'ont aucune limite. Ils ne renonceront à rien. Alors, dans les calomniateurs, il y a sans doute une part de vieux mâles dominants qui sont quand même un peu vexés qu'une gamine leur fasse la leçon. Ben oui, mais la gamine a raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un fait. Ceux-là ne sont pas très dangereux. Ceux qui m'inquiètent beaucoup plus, c'est au contraire ces puissants qui savent que la gamine a raison, mais qui ne veulent absolument pas perdre leur confort. Et cela vrille. Et je pense que se joue ici quelque chose d'assez important. Bien sûr, quand ils nous disent qu'ils ne tombent pas dans le piège et qu'ils ne vont pas idolâtrer la jeune fille, on voit tout de suite qu'ils n'ont absolument rien compris aux enjeux. Parce que ça n'a aucune importance qu'ils l'aiment ou pas. Détestez-la, si vous voulez. Ce qu'on vous demande, c'est de l'écouter, parce qu'elle dit la vérité et elle énonce une situation dramatique comme nous n'en avons jamais connue dans l'histoire. Détestez-la, si bon vous semble. Mais écoutez le message. Il est clair, net, précis, juste et incontesté de ceux qui sont au courant de la situation. Alors, osez la qualifier, ou les autres lanceurs d'alerte d'ailleurs, de gourou apocalyptique, alors qu'elle évoque une évidence scientifique consensuelle contre les chantres de la religion irrationnelle de la croissance qui est littéralement en train de nous tuer, il fallait l'oser. Ce fut fait. Au moins, le discrédit intellectuel des opposants est aujourd'hui total. Bon, en un sens, cela est bon signe. Ça signifie qu'il y a un petit vent de panique chez les négateurs. Pas les sceptiques, hein. Le scepticisme, c'est une belle chose. Mon ami Paul Veyne disait que Michel Foucault était un sceptique. Non, ce ne sont pas des sceptiques, ce sont des négateurs, ça n'a rien à voir. Nous avons visé juste. Ils ont peur. Très bien. Mais ce n'est pas si rassurant que ça. Parce que le but, ce n'est pas de faire peur. Le but, c'est de sauver la vie. Et pour ça, il nous faudrait des alliances, des connivences, des solidarités impromptues face à ce désastre. Plus dramatiquement que les railleries sur Greta, 127 militants écologistes sont morts depuis le début de l'année. Ce sont les chiffres officiels, en vérité probablement beaucoup plus. Pour reprendre une analogie dont je ne suis pas l'auteur, imaginons un instant que des extraterrestres envahissent la Terre et fassent le 10e de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous serions en état d'alerte maximum. Nous serions outrés, scandalisés. Nous serions face à un cataclysme absolument inacceptable. Toutes nos forces armées seraient mobilisées. Aujourd'hui, nous sommes nos propres monstres et nous refusons manifestement d'en tirer les conséquences. Sur mon cou. Sans armure et sans haine, mon cou, que ma main. Plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain, arrive. Ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller et les étoiles fleurir.
ni les fleurs soupirer et des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire, le clocher peut sonner, moi seul, je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, ô ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la peau, tue, escalade mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger, vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh. Traverse les murs. S'il le faut, marche au bord des toits, des océans. Couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Et viens, ô ma frégate, 1 heure avant ma mort. Jean Genet. Bon. Ce qui est compliqué avec l'engagement écologique, c'est que nous avons affaire à des gens extrêmement radicalisés. Je parle évidemment des manias de la finance et de tous ceux qui préfèrent leur argent à leurs enfants. Je parle de tous ceux qui aujourd'hui réussissent à nous faire croire que défendre la vie est une position extrémiste. Ce sont les radicalisés irrationnels, ce sont les dangereux, infiniment plus, croyez-moi, que ceux qui bloquent un centre commercial. Les causes, je crois que ce sont encore les mauvaises questions que nous posons de façon récurrente. 2 exemples. Est-ce qu'il est trop tard ? Je l'ai entendue 1000 fois, celle-là, mais je ne la comprends pas. Trop tard, pourquoi ? Faut finir la phrase. Est-ce qu'il est trop tard pour que la vie perdure ? Non, c'est sûr que non. J'ai aucun doute, j'ai aucune angoisse pour les araignées et les scorpions. La vie perdurera sur Terre, quoi qu'on fasse, c'est à peu près certain. Et même pour l'humanité d'ailleurs, qu'un petit nombre de gens très riches parviennent très bien à s'en sortir, c'est hautement probable. Donc je vous rassure, il n'est pas trop tard pour la vie. Est-ce qu'il est trop tard pour que des choses dramatiques soient évitées ? Ah oui. Là, c'est sûr, il est trop tard. On a déjà perdu 60% des populations animales. C'est fait, ce n'est pas une crainte, c'est un bilan. Mais il est finalement depuis toujours trop tard pour que le catastrophique, le grave, le ténébreux soit évité. Donc cette question du trop tard est littéralement insensée quand elle n'est pas précisée. La deuxième mauvaise question, c'est vraisemblablement celle de la réversibilité. Est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Mais là encore, c'est extrêmement mal posé dès lors qu'on parle d'êtres vivants sensibles. Ça veut dire quoi, revenir en arrière quand ils sont morts ? Si je vous dis « je vais tuer vos enfants, mais vous inquiétez pas, je vais en faire 2 par ailleurs », ça risque de ne pas vous convaincre. Parce que ce n'est pas réversible, on n'est pas dans une logique comptable là. On est en train de parler d'êtres vivants sensibles. Alors oui, pour le taux de CO2, on peut parler ou non de réversibilité. La question à l'échelle de temps humaine, d'ailleurs, c'est plutôt non. Mais pour les choses fondamentales, c'est-à-dire la disparition de la vie, le concept même de réversibilité montre qu'on n'a absolument rien compris au problème. Bon, essayons d'être un peu constructifs. Alors, ça va mal, mais que faire ? D'abord, être clair. Nous n'allons pas dans la bonne direction. Si vous prenez le train à Paris pour aller à Lille, et que vous êtes en train d'arriver à Lyon, il ne s'agit pas d'accélérer, il s'agit de changer de train. En ce moment, ce n'est pas tellement utile d'accélérer, parce qu'on accélère dans la mauvaise direction. Donc d'abord, il faut faire un virage à 180 degrés, et ensuite, on essaiera peut-être effectivement d'accélérer. Je crois que mon ami Yann Arthus Bertrand est là ce soir. J'avais fait une émission de radio avec lui il y a quelques jours. Et il me semble, j'étais au téléphone, moi, mais il me semble que le présentateur a dit « Vous vous rendez compte, cet été, il y a eu 2000 ou 20 000 vols dans la journée. » Si j'ai bien entendu. Non, pas 20 000, 200 000. 200 000 vols aériens dans une seule journée l'été dernier. Ce sont des chiffres inconcevables. Et vous avez sans doute lu qu'Airbus revoit à la hausse
ses prévisions de vente avec 39 000 appareils prévus d'ici 2039. Bien. La production de plastique a doublé depuis l'an 2000. 91% des déchets ne sont pas recyclés. On a passé la barre des 75% de terres drastiquement endommagées par l'homme à l'échelle mondiale. Les zones mortes océaniques ont quadruplé depuis 1970. Et en France, la consommation de viande repart à la hausse. Alors, il faut commencer, pour agir, par comprendre et par cesser de faire semblant que la transition est en cours. Cet été, le Niger, sous la pression de l'industrie pétrolière, a déclassifié la plus grande réserve nationale d'Afrique. Non, nous n'allons pas dans la bonne direction. Finalement, c'est un peu cynique, mais tant pis. Quelle a été la vraie conséquence pragmatique de la canicule de cet été? Qu'est-ce qui a changé au niveau des faits? La vraie conséquence pratique, c'est l'explosion du nombre de ventes de climatisation. Voilà ce qui s'est réellement passé. On a beaucoup parlé, en effet, du grand problème du climat dans les médias. Beaucoup de médias ont joué le jeu. Chapeau bas. Mais concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vendu énormément plus de climatiseurs que tous les années précédentes. Climatiseurs qui, bien sûr, contribuent au réchauffement par leur pollution, mais qui, en plus, contribuent aussi à masquer le réchauffement à ceux qui les utilisent. Donc, ils sont doublement nocifs pour notre avenir. Alors, il faut faire face à la question qui me semble essentielle. C'est celle de la liberté. L'écologie est-elle liberticide? Bon, on l'a beaucoup entendu, ça aussi. Alors, nous sommes des tyrans, comme vous le savez, et quel est notre programme pour vous mettre en prison? Alors, soyons bien clairs. Tout le monde aime la liberté. On peut se prendre par la main ce soir dans la salle et crier tous la liberté, vive la liberté. On est tous d'accord, super. Mais une fois qu'on a dit ça, soyons un tout petit peu plus précis. Je crois quand même que les écolos ont montré un attachement à la liberté qui est plutôt un peu au-dessus de la moyenne, on va dire. Il suffit de regarder l'histoire. Mais le problème, c'est que les partisans de la liberté inconditionnelle, uniquement quand on parle d'écologie, vous avez remarqué, sont-ils favorables à la liberté de tuer, à la liberté de violer, à la liberté de torturer? Évidemment pas. Quand nos pulsions ou libertés individuelles sont trop orthogonales au bien commun, elles sont heureusement recadrées par la loi. Voilà. Si vous avez très envie d'aller torturer mes enfants ce soir, tant pis pour vous. Vous ne pouvez pas le faire. Si je vous agace vraiment beaucoup et que vous voulez venir là me casser la gueule sur scène, vous allez sans doute y parvenir, je ne suis pas très costaud, tant pis pour vous. Vous n'avez pas le droit de le faire. La loi vous interdit de le faire, parce que c'est trop antagoniste à ma propre liberté. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est notre liberté d'exister qui est menacée. Alors, il faut peut-être commencer à se demander si on préfère la liberté de vivre ou la liberté de rouler en 4x4 en centre-ville. Il faut peut-être commencer à être un peu sérieux. Tout n'est pas compatible avec tout. On m'a raconté qu'il y a quelques jours, l'un des dirigeants de l'aéronautique mondiale avait déclaré la main sur le cœur. « Mais je veux pour mes enfants et mes petits-enfants d'un monde où ils aient la liberté de prendre l'avion. » Ben oui, mon gars, mais s'ils sont morts, ça ne va pas beaucoup leur servir. Donc, il faut quand même qu'on commence à être un peu sérieux. Maximisons les libertés, soit, mais comparons les libertés les unes aux autres parce qu'elles ne sont pas toutes compatibles avec tout. C'est un fait. Plus concrètement, premier axe d'action politique. On pourrait, mais ça serait super chiant, faire la liste des mesures utiles. Tous les gens qui s'intéressent un peu à l'écologie les connaissent par cœur. Arrêter les constructions des axes routiers, mettre en avant le train, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, protéger le territoire, sortir de l'agriculture intensive, lutter réellement contre les pesticides, abandonner le plastique. Bon, ok, on pourrait faire une longue liste, vous la trouvez tout de suite sur Internet, tout le monde sait ce qu'il faudrait faire. Mais il faut surtout expliquer à nos dirigeants qu'ils ne se rendent pas compte du tout. Ils sont à côté de la plaque pour la grande majorité. Ce qui est proposé est très inférieur à ce qui serait nécessaire et ce qui est proposé n'est, comme je le disais tout à l'heure, pas respecté. Il y a un double différentiel qui est aujourd'hui en train de se creuser et les écarts ne font que croître. Il y a des hommes et femmes politiques sérieux. Bon, peut-être que je suis encore un peu naïf parce que je ne fais pas partie de ce monde, mais à ce stade, je le crois encore. Ces gens sérieux, je les ai entendus me dire « Oui, mais je n'ai pas été élu, moi, pour faire une révolution écologique.
Bon, soyons honnêtes, ça ne les retient pas toujours de ne pas avoir été élus pour quelque chose, le faire quand même, ça peut arriver, à la marge. Mais enfin, supposons qu'ils soient honnêtes, c'est vrai. Nous n'avons pas élu des représentants pour faire une révolution écologique. Donc c'est quand même aussi un peu notre faute. Donc je crois que maintenant, il faut les libérer. Il faut qu'ils n'aient plus droit à cette excuse. Il faut que nous soyons un peu sérieux, un peu rationnels, et que nous ne votions plus jamais pour quiconque ne s'engage pas prioritairement à sauver la vie. Parce qu'un tel candidat serait, à mon sens, un imposteur. Et la question est fondamentalement politique. Quel que soit le sens de ce mot, politikos, politeia, politiké en grec, vous savez, à la fois l'organisation de la cité, l'institution et la pratique du pouvoir. Suivant ce triptyque de sens, la question est politique. Elle n'est pas technique ou scientifique. La question est celle du monde dans lequel nous voulons vivre, pas des astuces que nous pouvons mettre en œuvre. Là encore, pardonnez-moi, je ne voudrais pas qu'on ressorte avec la sinistrose, mais c'est quand même pas très bon signe. Maintenant, tout le monde sait où on en est, tout le monde comprend les solidarités nécessaires, et on voit émerger M. Trump, M. Johnson, M. Bolsonaro, et quand même, malgré le score vaguement honorable des écologistes aux dernières élections européennes, en France, nous avons choisi le Rassemblement national comme premier parti. Non, on ne peut pas vraiment dire qu'au niveau politique, nous soyons en train de prendre nos responsabilités. Deuxième axe, l'éthique et l'action individuelle. Bon, ça ne suffit pas. Le problème est systémique, la solution doit être systémique. C'est presque une évidence, soit. Mais ce n'est pas parce que ça ne suffit pas qu'il ne faut pas le faire. D'abord parce que jamais, à ma connaissance, aucune révolution au niveau du macrocosme n'a eu lieu sans qu'elle soit précédée ou accompagnée par une révolution au niveau du microcosme. Alors d'accord, on peut fustiger les entreprises les plus nocives. Elles ne manquent pas. Mais enfin, on n'est quand même peut-être pas non plus obligé d'acheter ce qu'elles produisent. Moi, il me semble que si le mot Amazon sonnait pour nous comme un fleuve d'Amérique du Sud, ou comme des guerrières mythiques, ça serait plutôt plus sympa. On n'est pas absolument obligé de lui donner un autre sens. Bon, on peut dire qu'on aime la vie, qu'on aime les animaux, et on peut être un peu incohérent. Mais quand on dit qu'on les aime et qu'on mange de la viande, on n'est pas juste un peu incohérent, on est très 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 incohérent. Parce qu'on a quand même 100 milliards d'êtres vivants sensibles qui, chaque année, sont tués dans des conditions épouvantables. Et ce qui est pire encore que leur mort, à laquelle la plupart d'entre nous, même carnivores, n'oseraient pas faire face plus de 30 secondes, ce qui est pire encore, disais-je, c'est qu'avant cette mise à mort brutale, ils n'ont généralement pas même eu de vie. Ça, c'est un crime contre l'ontologie de la vie, c'est un crime contre la vie en elle-même. Ce sont ces lapins qui, à 95% en France, n'ont pas pu bondir une seule fois. Pas seulement comment ils sont morts, c'est que le geste de base pour lequel leur corps est conçu, ils n'ont pas pu une seule fois le mettre en œuvre. Bien. Au-delà de l'éthique animale, il y a une question de santé humaine. Vous savez qu'il y a des débats à n'en plus finir, que vous trouverez autant de médecins pour défendre un point de vue que l'autre. Mais enfin, il semble quand même qu'au niveau des conclusions officielles de l'OMS, nous tendions vers 7 à 14% de diminution de la mortalité précoce en migrant vers une alimentation végétarienne, à l'échelle individuelle. Ensuite, il y a l'échelle globale, humaine. À l'échelle globale humaine, il y a une inefficacité de la calorie carnivore qui est dramatique. Il faut de 5 à 15 calories de céréales pour produire 1 calorie de viande. Donc si vous mangez 1 calorie de viande, vous avez une telle inefficacité que vous choisissez quand même concrètement que des gens vont mourir de faim. On ne peut pas nourrir tout le monde comme ça. On aurait 10 fois moins de surface à cultiver, en gros, si on se nourrissait directement de ce qui est produit et si on n'utilisait pas ce qui est produit pour produire des vaches qui vont ensuite servir à l'alimentation des hommes. Donc qu'on le veuille ou non, il y a quand même quelque chose de problématique en termes d'éthique humaine. Et enfin, quatrièmement, vous savez qu'en termes de pollution, c'est pire encore que les transports. Donc en termes de catastrophe globale et d'émissions de CO2, la consommation de viande est à peu près ce que l'on fait de pire dans notre quotidien. Alors, il faut quand même prendre conscience de l'amplitude du désastre. Ce n'est pas un épiphénomène.
aujourd'hui sur Terre en termes de biomasse. 95% des mammifères sont de la viande d'abattage. Il faut arrêter de montrer aux enfants des livres d'images avec des petits lapins, des musaraignes, des mulots, des souris. Ça n'existe plus, ce monde-là. Nous avons tué ce monde-là. Ça existe encore, mais c'est complètement anecdotique. Aujourd'hui, les vivants sur Terre, c'est des vaches dans des fermes-usines. C'est en cela que nous avons aujourd'hui transformé le monde. Alors, pour ce qui est du comportement individuel, et pour en finir sur ce point, je crois qu'il est amplement temps de sortir du « c'est pas moi, c'est l'autre ». Alors, on est très fort à ça. Les Américains nous expliquent que c'est la faute des Chinois, ce qui est vrai en termes de pollution globale. Mais les Chinois sont malins, et eux raisonnent en termes de pollution par habitant. Auquel cas, les Américains sont 2 fois pires. Donc c'est évidemment aux Américains de faire les efforts. L'industrie aérienne nous explique qu'il faut penser en termes de particules fines et que donc c'est à l'industrie maritime de faire des efforts. L'industrie maritime pense en termes de CO2 et nous dit que c'est à la voiture de faire des efforts, qui elle ne dit rien du tout parce qu'elle est absolument certaine de son intouchabilité. On se comporte comme des sales gamins. Et je vous rappelle quand même que c'est un peu facile de faire porter le chapeau aux Chinois, parce que si les Chinois polluent tant, c'est essentiellement parce qu'ils produisent ce que nous consommons. Donc, on ne peut plus se comporter comme de sales garnements avec l'avenir de la planète. Parce que mon amie et sœur d'âme, Béatrice Dalle, est là ce soir, je lui ai proposé de vous lire quelques phrases du plus beau poète, cinéaste et révolutionnaire de toute l'histoire italienne. Merci Béatrice, c'est à toi. Le fascisme proposait un modèle réactionnaire et monumental qui est toutefois resté lettre morte. Les différentes cultures particulières, paysannes, prolétaires, ouvrières, ont continué à se conformer à leur propre modèle antique. La répression se limitait à obtenir des paysans, des prolétaires ou des ouvriers leur adhésion verbale. Aujourd'hui, en revanche, l'adhésion au modèle imposé par le centre est totale et sans condition. Les modèles culturels sont reniés. L'abjuration est accomplie. On peut donc affirmer que la tolérance de l'idéologie hédoniste défendue par le nouveau pouvoir est la plus terrible des répressions de l'histoire humaine. Mais comment a-t-on pu exercer pareille répression? À partir de 2 révolutions à l'intérieur de l'organisation bourgeoise, la révolution des infrastructures et la révolution du système des informations, les routes, la motorisation, etc., ont désormais uni étroitement la périphérie au centre, en abolisant toute distance matérielle. Mais la révolution du système des informations a été plus radicale encore, et encore plus décisive, via la télévision. Le centre a assimilé sur son modèle le pays entier, ce pays qui était si contrasté, si riche de culture originale, une œuvre d'homologation destructrice de toute authenticité a commencé. Le centre a imposé, comme je disais, ses modèles. Pas moi, Pasolini. Ces modèles sont ceux voulus par la nouvelle industrialisation qui ne se contente plus de l'homme consommateur, mais qui prétend que les idéologies consommateurs, mais qui prétend que les différences de l'idéologie hédoniste de la consommation ne sont plus concevables. Un hédonisme néo-laïque, aveugle et oublieux de toutes les valeurs humanistes, aveugle et étranger aux sciences humaines. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Béatrice. Et le texte de Pasolini est incroyablement actuel. Troisièmement, il y a un axe de réflexion démographique. Un ancien chef d'État a osé le dire ou l'insinuer, le problème, c'est l'Afrique.
Intégré sur 2 siècles, le plus gros pollueur sont les États-Unis, sont l'Europe. Sur 2 siècles, le plus gros pollueur mondial, c'est l'Europe. Sur 1 siècle, le plus gros pollueur, ce sont les États-Unis. Sur 1 décennie, le plus gros pollueur, c'est la Chine. Mais le problème, c'est l'Afrique. Il fallait oser, c'est fait. Bien sûr, ce qu'il avait en tête, c'est la croissance de la population. Et ça mérite que l'on s'y arrête quelques instants. Je crois que l'on surdétermine ce problème. D'abord, pour une raison scientifique. Si vous vous rappelez un peu vos cours de mathématiques de terminale, quand vous avez un régime de croissance exponentielle de l'utilisation des ressources, si vous changez un tout petit peu la normalisation de l'exponentielle, le divisez par 2 par exemple, ce qui est énorme en termes de population, vous ne changez presque pas le moment où la fonction exponentielle passe un seuil. Donc si vous avez un seuil dramatique pour l'avenir, et que vous êtes sur cette exponentielle-là, en divisant la population par 2, vous passez sur cette exponentielle-là, vous changez quoi? De 3, 4, 5 ans, le moment où vous passez le seuil, ça ne résout pas du tout le problème. Deuxièmement, il est probable que la démographie se stabilise à horizon 2050. Elle n'est pas dans les prédictions en régime de croissance exponentielle. Donc ce n'est pas vraiment là que se trouve le problème majeur. Enfin, parce que je crois qu'il y a une erreur fondamentale en ce qui concerne l'assimilation qui est faite entre désirabilité et pérennité. Quand on se dit le problème c'est la démographie, en fait ce qu'on a en tête c'est si on était moins nombreux, on pourrait encore continuer comme on fait, quoi. D'abord c'est faux, pour la raison que je viens d'expliquer. Les ressources continuent d'être en augmentation exponentielle, même à population constante. Vous avez remarqué, quand les enfants partent de la maison, c'est rare que les parents vendent l'appartement. On utilise tout l'espace, même quand on est moins nombreux. C'est presque loi de la nature. Mais surtout, disais-je, parce que le problème, c'est que quand bien même ça serait vrai, qu'on puisse continuer comme en ce moment si on était moins nombreux. Et alors ? C'est pas parce que c'est possible que c'est souhaitable. En ce moment, là, un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes dans ce monde. En ce moment, là, nous avons totalement réifié la plupart des vivants terrestres dans ce monde. Et donc, il ne faut pas du tout confondre ce qui est souhaitable de ce qui est possible et pérenne. À l'échelle de l'histoire, les dictatures s'en sont plutôt mieux sorties que les démocraties. Ça ne veut pas dire qu'elles sont souhaitables, évidemment. Et de plus, si on parvenait quand même, ce que je crois faux, à se convaincre que le problème est essentiellement démographique, on sait ce qu'il faudrait faire. Pour endiguer la démographie, sauf si on veut le faire à la chinoise, mais alors là c'est assez radical, si on veut le faire de façon plus douce, il faut une bonne sécurité sociale, une retraite digne, une assurance chômage et un bon accès à l'éducation. Ce sont les facteurs absolument incontestables de baisse drastique de l'exponentiation démographique. Donc là encore, le lien entre l'écologique et le social, il n'est pas idéologique, il est rationnel factuel. Quatrièmement, il y a une dimension économique, évidemment. Alors, qui dit économie dit fiscalité. La fiscalité, c'est super efficace. Ça marche. Vous doublez les taxes, vous divisez les ventes. Ça marche à tous les coups. Mais c'est super inefficace. Et c'est surtout super, injuste, asocial. Parce que concrètement, si vous doublez le prix des billets d'avion, ce que vous faites, c'est que les riches pourront continuer à prendre l'avion et les pauvres ne pourront plus. On a bien vu le problème quand l'augmentation des taxes sur l'essence a été évoquée. Donc la fiscalité, c'est à utiliser véritablement du bout des lèvres ou du bout des doigts, parce que c'est une mesure qui est fondamentalement injuste. Moi, je crois qu'il faut un travail de fond. Il faut un travail extrêmement profond qui soit ancré dans une remise en cause du dogme de la croissance. On ne peut plus laisser entendre que remettre en cause la croissance signifierait vouloir revenir à l'âge de pierre. Je vous rassure, personne ne veut revenir à l'âge de pierre. Personne ne le veut. Mais il faut aussi travailler sur les mots. Vous voyez, la croissance, on pourrait l'appeler par exemple prédation mortifère. Est-ce qu'on veut vraiment gagner des points de prédation mortifère cette année? Parce que la corrélation aujourd'hui entre le PIB et l'impact à la vie est actée. Mais laissons l'amour, la créativité, la solidarité, l'appétence artistique, la connaissance scientifique, l'exploration subversive, laissons croître tout ça. Il n'y a aucun problème avec la croissance.
C'est simplement le PIB qui, aujourd'hui, a un effet dévastateur sur la vie. Aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Bon, il va falloir qu'on soit un peu raisonnable. Je vous donne un exemple. J'ai parlé avec des directeurs de banques, de grandes banques, de fonds monétaires. Bon, et quand je leur parle de la dette, par exemple, de l'annulation de la dette, ils me disent « Oui, mais vous savez, il y a des réalités économiques. » Oui, je sais bien. Mais en même temps, c'est quand même une construction sociale. Moi, ça m'est arrivé, hein, vous avez un ami qui vous doit de l'argent, vous lui dites « On n'en parle plus !» Eh ben, ça marche. C'est un speech act, au sens d'Austin. À l'instant, c'est fini, la dette, elle est annulée. Vous le dites, c'est fait. Alors, je sais bien que c'est un peu plus compliqué que ça à l'échelle des États. On le sait tous. Sauf que je veux bien, moi, qu'on nous parle de réalité, parce que c'est vrai qu'il y a un asservissement par la dette et que la dette tue. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas une construction, c'est une réalité économique. Mais enfin, la vraie dette, la dette écologique sur une planète où on consomme environ 2 à 3 fois par an ce qu'elle peut consommer en une année, croyez-moi, celle-là, on ne pourra pas l'annuler, quels que soient nos actes de langage. Il va commencer à falloir prioriser nos importances, nos actions et nos croyances. Alors c'est vrai que si on le fait, d'essayer de se sauver, il va y avoir beaucoup de reconversions qui seront nécessaires. Il y a des secteurs entiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, et ça sera très dur. Et c'est la raison pour laquelle il me semble absolument essentiel que personne n'en fasse individuellement les frais. Comme vous l'avez compris, moi, j'aimerais bien qu'on soit végétarien, mais j'ai pas du tout envie que les bouchers meurent de faim. C'est pas des sales types. Ou alors peut-être, mais de façon anecdotique et non corrélée à leur métier. C'est pas parce qu'ils sont bouchers. Enfin, soyons sérieux. Donc il faut absolument que nous reconnaissions collectivement que nous nous sommes trompés dans notre manière d'habiter l'espace et que donc les solutions soient collectives. Bon, ça va être dur sans partage. Alors ça encore, c'est assez drôle parce que quand vous employez ce mot, on se dit « Ah, les voilà démasqués ». Ce sont des Stalines. Alors d'abord, que ce soit en termes de partage comme en termes d'écologie, Staline, c'était pas terrible. Hein. Donc non, c'est pas une question de Staline, c'est pas une question de communisme, c'est même pas une question de socialisme, c'est une question de bon sens. On veut tous, n'est-ce pas, endiguer la pauvreté. Pour ça, il faut de la croissance. Là où il y a de l'extrême pauvreté, là où les gens meurent de faim. Il n'y a aucun doute que là, il faut de la croissance. Mais en même temps, il faut quand même que la croissance globale baisse, sinon on est tous foutus. Vous soumettez le problème à un enfant de 4 ans et il vous répond « Bah oui, on fait du partage. Il faut que ça monte là et que ça baisse là. » Donc il y a un effet de vase communicant. C'est aussi simple que cela, finalement. Mais c'est extraordinairement difficile à accepter et surtout à opérer. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec le capitalisme ? Probablement oui. Sincèrement, le capitalisme vert, c'est un peu difficile d'y croire. Je crois qu'il faut être naïf. Jusqu'où faut-il aller ? À quel rythme ? Je n'en sais rien. Moi, je crois qu'on pourrait, pour une fois, commencer par les conséquences et traiter les causes après. Personne ne sait quel est le système idéal. On voit bien que tout ce qui a été essayé a échoué, soit au niveau des droits de l'homme, soit au niveau de la liberté, soit au niveau de l'écologie. Bon, il faut inventer quelque chose de radicalement nouveau. Alors, on le fait d'abord, et puis on le théorisera plus tard. On n'a plus le temps de se battre dans des querelles qui, à mon sens, n'ont pas de sens actuellement. Cinquièmement, il y a une dimension symbolique. C'est très important, les symboles. Nous sommes des êtres de symboles. Homo symbolicus, pourrait-on dire. Je crois qu'une grande partie de nos actions sont menées pour être aimées. Nous aimons plaire. C'est comme ça. Quand j'étais jeune, les femmes riches portaient des manteaux de fourrure en hiver. Et puis, le regard a changé. Le symbole a changé. Aujourd'hui, quand vous portez un manteau de fourrure, vous passez plutôt pour être quelqu'un de cruel. Personne n'a envie de passer pour quelqu'un de cruel. Aujourd'hui, les femmes riches ne mettent plus de manteau de fourrure. Le symbole est très important. Il conditionne radicalement nos attitudes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut ringardiser les attitudes trop prédatrices. Franchement, si on vous propose pour vous draguer de vous emmener en week-end à Saint-Barth, mais éclatez de rire, quoi. Qui aurait envie de partir avec quelqu'un comme ça ? C'est un plouc.
C'est pas forcément un sale type ou une sale bonne femme, mais c'est quelqu'un qui a juste rien compris au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ça, je vous assure que si les regards changent, les attitudes changent. Parce qu'au-delà de manger, de quelques instincts fondamentaux, on aime énormément être aimé. Et ça marche pour tout le monde, et moi le premier, naturellement. Regardez le cas de la symbolique spatiale, par exemple. Moi, je me souviens que quand mes parents me racontent l'émission Apollo, ça avait de la gueule. C'était aventureux, c'était vrai. Il y avait une authenticité, les risques étaient réels, encourus par les astronautes. Les gens n'ont pas dormi de la nuit en attendant de savoir si on avait mis le pied sur la Lune. Oui, bien sûr, il y avait la compétition avec les Russes, mais quand même, c'était un peu un geste global de l'humanité. D'ailleurs, ils l'ont dit, Aldrin et Armstrong, quand ils sont revenus sur Terre, même en Inde, etc., on leur disait « bravo au nom de l'humanité ». Pour le meilleur ou pour le pire, ça fonctionnait. C'était quand même émouvant. Aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, M. Tesla fout une bagnole sur orbite. Non mais c'est ridicule, quoi. C'est ridicule, je veux dire. Est-ce qu'on rêve en voyant ça ? M. Trump veut retourner sur la Lune sans aucun intérêt scientifique pour essayer de battre les Chinois dans une sorte de gigantesque érection nihiliste. Mais ça fait rêver qui, je veux dire ? Il faut vraiment qu'on travaille sur nos symboles. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les héros, ce n'est pas les astronautes. J'ai rien de personnel contre les astronautes. Mais à mon sens, les héros aujourd'hui, ce sont les Indiens d'Amazonie qui défendent la forêt, ce sont les petits mammifères qui se battent pour survivre, ce sont les précaires qui se battent pour un peu de dignité, ce sont les réfugiés qui se battent pour leurs gamins. Moi, en tout cas, ce sont mes héros, et je crois qu'on devrait s'interroger sur nos symboles. Merci, Béatrice. Et le dernier exemple que je voudrais vous donner, c'est celui de la forêt. Donc cet été, les forêts ont brûlé. On en a parlé, remarquez, c'est bien, il y a 10 ans, on ne l'aurait même pas su. Donc il y a des progrès médiatiques. Bon, il y a quand même eu quelques problèmes. J'ai lu des articles bien pensants qui expliquaient « Mais faisons quelque chose, notre poumon brûle !» Mais ça ne va pas du tout, ça. Si vous pensez la forêt comme un poumon, vous la voyez encore comme un organe qui est là pour remplir une fonction. Vous croyez que les arbres sont là pour bouffer votre CO2. Alors d'abord, c'est faux. Sachez qu'une forêt à l'équilibre, grosso modo, elle n'absorbe pas de CO2. Elle absorbe un peu pendant la croissance, mais enfin, c'est pas tout à fait vrai pour les forêts tropicales, mais enfin, en gros, une forêt à l'équilibre, c'est neutre en CO2. Donc, c'est pas du tout ça le problème. C'est pas que la forêt est un truc qui est utile au monde. La forêt est le monde en tant que tel. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont les milliers de millions d'êtres vivants sensibles qui sont morts brûlés vifs, le problème. C'est pas de savoir où on en est du point de vue du bilan carbone. Je crois qu'il faut vraiment travailler sur le sens de ce qu'on dit. Quand la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé, nous avons compris qu'un bâtiment, parfois, est plus qu'un bâtiment. C'est quelque chose qui tend vers le sacré pour les uns, vers le génie humain pour les autres. Bref, c'était émouvant, parce que l'objet, cathédrale, était plus qu'un objet. Ben, la forêt est aussi plus qu'une forêt. Et c'est ça qu'il faut, je crois, qu'on voit aujourd'hui en face. Et puis, il y a la hiérarchie qui était derrière. Vous avez vu, la forêt amazonienne, ça nous touche. Tant mieux. La forêt sibérienne, un peu. La forêt subsaharienne, pas du tout. Donc, il y a quand même des relents de colonisation avec lesquels il va falloir qu'on travaille un de ces jours. Sixièmement, non, mais ça ne va pas du tout. Je dis des trucs qui ne sont pas du tout politiquement corrects. Vous êtes censés être outrés, n'applaudissez pas, lancez-moi des tomates. Sinon, ça gâche complètement l'effet. J'ai l'impression de dire des trucs consensuels, ça ne va pas. Je vais durcir le discours. Bon, sixièmement, il y a une dimension psychologique. Alors, il semblerait, nous disent certains spécialistes, ils ont sans doute raison d'ailleurs, qu'on se soucie peu de la fin du monde parce que les préoccupations eschatologiques ne génèrent pas beaucoup de dopamine. OK. Notre cerveau n'est pas très excité par la fin du monde. OK. Mais enfin, quand vous avez 18 ans et que vous allez à la fac écouter des cours qui sont souvent chiants, je suis prof de fac, donc je sais de quoi je parle, vous le faites parce que vous pensez à l'avenir. Donc, je trouve quand même que l'excuse est un peu simpliste. Il y a un point nodal, je crois, pour accompagner la révolution. C'est de revoir les critères d'évaluation. On a des méthodes de mesure qui sont intrinsèquement dévastatrices. Regardez les classements des entreprises par les journaux économiques, qui sont presque en adéquation avec les classements des désirs des étudiants des grandes écoles. Mais est-ce qu'on peut quand même continuer
sereinement à classer en tête de liste des entreprises qui versent des dividendes démesurés à leurs actionnaires tout en négligeant leurs salariés et en détruisant l'environnement. Qui pourrait aujourd'hui avoir envie d'y aller? Il faut quand même que dans nos évaluations, pas seulement les classements des journaux économiques, mais que dans notre imaginaire, on s'interroge tout le temps, drastiquement, sur ce que sont explicitement nos critères et si le sens de la vie, pour la vie, est intégré dans cette évaluation. Alors, soyons honnêtes, la révolution nécessaire, d'abord, je ne crois pas qu'elle va avoir lieu, et elle serait extrêmement difficile, parce qu'elle jouerait contre nos intérêts à court terme. Donc il faudrait qu'on aille dans la rue, tout bloquer pour dire « nous voulons moins ». Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Non, mais c'est terrible, parce que je ne vois même pas comment ça serait possible, en fait. Pour que ce soit possible, il faudrait justement qu'on comprenne qu'en fait, elle ne joue que contre nos intérêts apparents. Et donc, c'est là où il y a un travail axiologique à mener, c'est-à-dire à comprendre qu'en réalité, on perd moins qu'on ne gagne. Mais ça ne va pas se faire si on ne revoit pas notre matrice et nos grilles de valeurs. En fait, certains nous accusent de vouloir un retour en arrière. Mais ce n'est pas vrai du tout, ça. Les chasseurs-cueilleurs dévastaient les populations animales où qu'ils aillent. Il ne s'agit absolument pas de revenir en arrière, comme si le péché capital avait été commis quand? Au XIXe siècle? Non, pas du tout. Ce n'est pas le problème. Il faut inventer un devenir radicalement autre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. S'il suffisait de se dire on oublie les 30 dernières années, allez hop, on reprend là, en 1990, quand tout allait bien. Mais même pas. Il n'y a aucun moment sur lequel on puisse se calquer. Donc on a véritablement quelque chose qui est à la fois très anxiogène à faire, parce qu'on ne sait pas où on va, mais aussi super excitant. Parce qu'on n'est quand même pas dans la redite ou dans un éternel retour qui n'aurait rien de nietzschéen d'ailleurs. Finalement, nous sommes ceux qui, contraints par le monde, pas par leur idéologie, pas par la philosophie, pas par la politique, contraints par le monde en lui-même, doivent réinventer le monde. Et ça, c'est quand même, je crois, aussi une très belle chose. Une grande ferveur, pensante et surpeuplée, portait mon moi comme un abîme plein. Un vent charnel et résonnant soufflait, et le soufre en était dense. Et des radicelles infimes peuplaient ce vent, et leur entrecroisement fulgurait. L'espace était mesurable et crissant, mais sans forme pénétrable. Et le centre était une mosaïque d'éclats, une espèce de dur marteau cosmique, mais d'une lourdeur défigurée, et qui retombait sans cesse comme un front dans l'espace, mais avec un bruit comme distillé. Et l'enveloppement cotonneux du bruit avait l'instance obtuse et la pénétration d'un regard vivant. Oui, l'espace rendait son plein coton mental, où nulle pensée encore n'était nette et ne restituait sa décharge d'objets, mais peu à peu, la masse tourna comme une nausée limoneuse et puissante, une espèce d'immense influx de sang végétal étonnant. Et les radicelles, qui vibraient à la lisière de mon œil mental, se détachèrent avec une vitesse de vertige de la masse crispée du vent. Et tout l'espace trembla comme un sexe que le globe ardent du ciel saccageait, et quelque chose du bec d'une colombe réelle troua la masse confuse des états. À cet instant, toute la pensée profonde se stratifiait, se résolvait, devenait transparente et réduite. Antonin Artaud. Il y a une dimension mythologique. Il me semble que nous ne savons pas, nous ne savons pas habiter Gaïa sans nous raconter nos origines. Alors moi, en tant qu'astrophysicien, je pourrais vous parler du Big Bang, mais ce ne sont pas ces origines-là qui nous intéressent le plus aujourd'hui. C'est plutôt un nouveau mythe de la vie qu'il faudrait échafauder, mais un mythe peut-être plus modeste, plus ouvert, moins totégorique. Je crois que le héros ne pourrait plus être un homme arrogant et malicieux, comme Ulysse, ou un homme puissant et fier, comme Achille, moins encore un homme stupide et vengeur, comme Agamemnon et ses reîtres. Peut-être qu'il faudrait un hybride, un véritable, une chimère, un homme animal, une femme d'ailleurs peut-être, plus aimante, plus étrange,
plus humble, plus révolutionnaire aussi. Nous avons littéralement une ontologie à inventer. Ce sont les profondeurs de l'être qui doivent être questionnées, et vous voyez que ça dépasse infiniment la question de savoir si tel ou tel propulseur a de meilleurs comportements du point de vue des émissions de CO2. Il faut oser questionner les fondements. Regardez les insectes, par exemple. Le grand tort des insectes, c'est d'être nés sur Terre. Si on avait découvert ces peuples absolument incroyables, avec une intelligence sociale et collective sidérante, en explorant les confins du système solaire, on serait émerveillé. Mais on les écrase avant même de les observer, parce que ce sont nos voisins. Huitièmement, il y a une dimension philosophique. Bon, nous sommes les héritiers de cette vieille métaphysique qui, en grande partie pour le meilleur d'ailleurs, elle a donné lieu bien sûr à un développement culturel extraordinaire, mais qui s'est structuré sur des couples d'opposition binaires, socratiques et platoniciens. Par exemple, entre présence et absence, entre homme et femme, entre vérité et mensonge, entre croire et savoir, entre terre et ciel. Heureusement, beaucoup de philosophes depuis ont questionné ces oppositions. De Nietzsche à Foucault, en passant par Derrida et Deleuze, beaucoup ont montré les insuffisances de ces dualités. Mais je crois que la plus grave aujourd'hui, la plus meurtrière finalement, c'est l'opposition adorée des philosophes entre nature et culture, entre humanité et animalité. Littéralement parlant, aujourd'hui, on le sait, nous sommes des animaux. La question n'est pas de savoir s'il nous plaît de l'entendre. La question est de savoir comment nous allons utiliser cette vérité scientifique qui n'a rien d'une blessure narcissique, pour le dire comme Freud. Ce n'est pas une vexation, c'est plutôt beau quand on y réfléchit. Alors, pouvons-nous continuer à décimer nos semblables quand on sait qu'ils souffrent, qu'ils désirent, qu'ils imaginent, qu'ils angoissent comme nous? Mais surtout, est-il vraiment nécessaire de savoir qu'ils sont comme nous avant de commencer à les respecter ou à les aimer? Est-il vraiment nécessaire de refaire toutes les vieilles fautes du colonialisme? Finalement, quand on voit aujourd'hui à quel point d'infimes variations culturelles crispent les relations entre humains, suscitent indignation et incompréhension, on se dit que ça va être extrêmement difficile. Ce qui compte, à mon sens, ce n'est pas la vie. On s'en fout de la vie. Ce qui compte, ce sont les vivants. Tout est là. Parce que la fin de la vie, pourquoi pas? Même si probablement elle n'arrivera pas. Mais les vivants, ce n'est pas abstrait. Ce n'est pas une entité conceptuelle. Ce sont nos enfants, nos animaux, nos voisins. Ce sont des gens qu'on connaît qui vont mourir si on continue sur cette lancée. Ça ne peut pas être gai et désinvolte. C'est quand même étrange qu'aujourd'hui, où on ne peut pas vraiment dire que nous soyons dans une société laxiste, n'est-ce pas? On se bat pour punir un vol ou une incivilité, mais on pourrait décider tranquillement que nos enfants subiront des guerres et des famines, la mort et la désolation. C'est quand même littéralement odieux quand on y pense. Neuvièmement, il y a une dimension sémiotique. Ça se joue toujours au moins un peu au niveau des signes. Vous avez remarqué, c'est assez drôle, les anti-écologistes, qui sont généralement autoproclamés pro-science, alors qu'ils dénient toutes les conclusions de la biologie, de la climatologie, de la physique, se croient souvent un peu nietzschéens et un peu dionysiaques. Ils ne sont pas politiquement corrects et ils en sont fiers. Ça m'agace. Voilà, c'est dit, ça m'agace. Parce qu'il n'y a vraiment rien aujourd'hui de subversif et encore moins de transgressif à continuer à se comporter en homme-dieu moqueur et arrogant. Au contraire, c'est la très exacte continuité de la pensée dominante depuis des siècles qui est la pensée oppressive et qui est la surenchère de la doxa. Alors, soyez réac et anti-écolo si vous voulez, mais au moins, n'ayez pas l'impression d'être créatif, incorrect et subversif en l'étant, parce que ça, c'est sûr, c'est faux. Voilà, c'est dit. Bon. Mais non, soyez fâchés. Dixièmement, il y a une dimension technique. Alors ça vaut le coup qu'on y passe un peu de temps, parce que c'est une grosse erreur, je crois. Vous savez, le fameux miracle technologique. Bon. C'est vrai
que des améliorations techniques peuvent être bienvenues. Voilà. C'est dit, c'est une évidence, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, ça peut servir à quelque chose. Mais il faut être prudent. Imaginez qu'on invente là un téléphone portable avec une consommation énergétique 2 fois moindre. Bon, c'est une bonne nouvelle pour l'écologie. Ben non. Moi, je ne crois pas. Sincèrement, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet rebond qui est presque immédiat. Tout ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas sur nos téléphones portables, qu'on fait chez nous, parce que c'est trop énergivore. Donc, on est obligé de le faire le soir. Normalement, au travail, on travaille. Donc, on est obligé de le faire en rentrant chez nous. Tout ça, avec des téléphones qui consomment moins, on va se mettre à pouvoir le faire tout le temps. Dans la journée, en mangeant, en allant aux toilettes, enfin, dès qu'on utilise son téléphone comme quelqu'un de normalement constitué. Concrètement, on va forcément le faire beaucoup plus. C'est presque toujours comme ça. C'est complètement débile de réfléchir à usage constant. Ce n'est jamais à usage constant. Quand vous améliorez l'efficacité énergétique, presque toujours, vous augmentez bien plus l'usage que ce que vous avez gagné par le gain d'efficience. Donc ça, c'est une question de rigueur scientifique, il faut l'intégrer et ce n'est pas une bonne nouvelle. Et ça veut dire fondamentalement que ce sont les habitudes d'être le vrai problème, pas les technologies qui peuvent y suppléer. Ce n'est pas une question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est comme ça. Ensuite, je crois que la solution technique n'existe pas. Fondamentalement, rien ne le laisse entendre. Il n'y a pas aujourd'hui d'indice scientifique qui laisse croire qu'une quelconque technologie pourrait inverser la fonte de la vie qui est actuellement observée sur Terre. Et puis, disons-le clairement, on ne guérit pas de l'alcoolisme en augmentant les doses. Aujourd'hui, c'est le problème, la surtechnologie. Rassurez-vous, on veut pas revenir à l'âge des cavernes, mais la surtechnologie, c'est le problème, c'est pas la solution. Alors se dire, on va continuer dans la surtechnologie, mais de faire une surtechnologie qui va contrer la surtechnologie, non, c'est pas sérieux. Ça, on peut le faire dans un jeu vidéo, mais dans la vraie vie, c'est pas sérieux. Soyons clairs, je crois que croire au miracle technologique, c'est autorisé, mais ça relève du vœu pieux. Ça relève quand même de la posture irrationnelle et non pas de la posture scientifique, comme s'en réclament ceux qui généralement tentent d'en faire l'apologie. En plus, je vous rappelle quand même que le miracle serait triste, parce que si dans 30 ans on trouvait quelque chose d'extraordinaire, on aurait perdu quoi ? 80% des êtres vivants qui habitent sur Terre, ça serait quand même le miracle le plus misérable qui fût jamais dénommé tel, je crois, dans toute l'histoire de la civilisation. Mais il y a une question encore beaucoup plus profonde que tout ça. Supposez, ce que je crois totalement faux, mais supposez qu'on arrive à trouver une super tech qui nous permette de ne pas faire baisser l'espérance de vie humaine tout en continuant à produire toujours plus d'objets techniques essentiellement inutiles. C'est improbable, hein, mais on peut rêver. Donc on aurait un monde où les drones auraient remplacé les abeilles, où les cônes en plastique auraient remplacé les fleurs, où de gigantesques, méga, ultra high-tech absorbeurs de CO2 auraient remplacé les forêts, et où on vivrait longtemps. La question quand même, c'est est-ce que c'est le monde dans lequel on a envie de vivre ? Et vous voyez que la question fondamentale, ce n'est pas de savoir ce qu'on peut faire, la question, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Et peut-être quand même, c'est une intuition que j'ai, quand on en sera à la 11e génération de téléphones portables, on regrettera un peu les oiseaux. Alors, un seul exemple en ce sens. Très récemment, il semble qu'on ait découvert des processus de solidarité insoupçonnés entre les arbres, qui passent par une relation symbiotique médiée par des réseaux complexes de champignons. Bon, c'est assez extraordinaire. Autant que je puisse en juger, c'est quelque chose qui est relativement novateur et qui n'était pas connu. Enfin, novateur du point de vue de notre connaissance, j'entends. Est-ce qu'on veut vraiment raser tout cela et s'assurer que le temps de latence va un peu diminuer ? Bon, je parle de la téléphonie mobile. Ce n'est pas elle-même en tant que telle qui est responsable de la fin des forêts. Il n'y a pas de problème particulier avec la téléphonie mobile. C'est simplement le fait que quand c'est là, on s'en sert. Et moi, le premier, on est tous accros à ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas souffler 30 secondes ? Se dire, bon là déjà, on peut regarder YouTube dans le bus, quoi, en streaming. Est-ce qu'on a vraiment besoin de réduire encore les temps de latence et d'augmenter les débits ? Et c'est là où il va peut-être falloir qu'on mûrisse très rapidement. 11e, il y a une dimension taxinomique.
Je parlais de la liberté en introduction. Vive la liberté. Mais vive la liberté, ce n'est pas sans ambiguïté. Aujourd'hui, en France, c'est vrai, je crois, que la liberté de contester, de revendiquer, d'explorer, de sauver, de migrer, de se vêtir à sa guise, de penser hors de l'ordre, peut être par certains aspects effectivement menacée. Et je serais personnellement partisan à ce qu'on la défende et à ce qu'on la réhabilite. Mais en contrepoint, la liberté de polluer dans l'insouciance, de détruire la vie, d'opprimer les minorités, de ne pas vacciner ses enfants, de porter à leur paroxysme des comportements indolemment destructeurs, doit-elle à tout prix être défendue ? J'en doute. C'est un peu plus compliqué qu'un pour ou contre la liberté. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être subtils. Il faut aussi, je crois, interroger en profondeur les taxonomies de la violence. Oui, là encore, on peut tous dire « vive la non-violence ». Ok, très bien, c'est dit. Mais soyons un peu rationnels maintenant. Un geste réputé violent peut évidemment être beaucoup moins dangereux que ce contre quoi il lutte. Personne ne peut nier ça. D'ailleurs, face à un assassin sur le point d'agir, une certaine violence pour l'interrompre est légitime. Est légitime, vous êtes même, sinon, passible de non-assistance à personne en danger. Vous avez le droit de mettre un coup de poing à quelqu'un qui veut tuer une autre personne. Pourtant, c'est violent, un coup de poing. Oui, c'est violent, mais votre violence est moindre que celle qui allait être commise. Et la loi, non seulement vous autorise, mais vous demande de le faire. Là encore, nous n'avons aucun autre choix que la nuance. Je suis un peu fatigué des mantras qui empêchent de penser. Vive la liberté, vive la non-violence, oui, très bien, mais la vie crève. Soyons un peu sérieux, ces phrases n'ont aucun sens. Quand on est face à un système qui est ultra-violent, la question, c'est de l'endiguer. Ce n'est pas simplement de se dire « non, je ne casserai jamais une vitre ». Oui, d'ailleurs, ça ne sert à rien de casser des vitres. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on ne casse pas de vitres. Ce n'est pas le problème de tout casser, ça serait stupide. Mais il faut être un peu plus raisonnable que les jugements à l'emporte-pièce. Ce sont ici des choses sérieuses et nous avons de très bons historiens qui peuvent nous expliquer comment se passent les évolutions pour minimiser les dégâts et maximiser la vie, la survie, l'entraide et la possibilité d'un avenir. 12e, il y a une question énergétique. Bon, évidemment, il y a une question énergétique. Mais je fais exprès d'en parler très peu. Parce que je crois qu'on fait erreur à se surfocaliser sur la recherche d'énergie propre. Bon, ok, c'est mieux d'avoir des énergies propres, ça aussi, c'est dit. C'est tellement évident que c'est à peine nécessaire. Mais ce qui est primordial, c'est moins l'origine de l'énergie que l'utilisation de l'énergie. Si vous avez un bulldozer qui marche avec des cellules photovoltaïques, vous rasez la forêt amazonienne sans avoir émis une seule gramme de CO2. À la fin, vous avez quand même détruit la forêt. Et c'est exactement ce qu'on fait en ce moment. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement utile de chercher à tout prix à réduire les émissions de CO2 d'une source d'énergie donnée. C'est plutôt souhaitable, naturellement. Mais il faut bien comprendre que notre manière d'utiliser l'énergie est très essentiellement mortifère, même si son origine était parfaitement non polluante. Un exemple, le tourisme. Imaginez qu'on invente des avions avec 0 CO2. On en est loin. Mais imaginez qu'on invente des avions avec 0 CO2. Donc tout va bien ? Mais non. Le plus gros problème du tourisme, ce n'est pas l'émission de CO2 des avions. C'est le tourisme en tant que tel. C'est le fait que nous allons, par notre simple présence, envahir les espaces vierges et les rendre littéralement invivables pour leurs habitants non humains. Alors, ça ne veut pas dire, parce que les caricatures sont fatigantes, qu'il faille rester cloîtré chez soi. Bien sûr que ça ne veut pas dire ça, que personne ne le désire. Mais bientôt, on ne pourra plus sortir de chez soi compte tenu des élévations de température si on ne fait rien. Donc, ce qu'on aimerait plutôt, c'est d'être un petit peu raisonnable, c'est de revoir ou de revenir ou de recréer une magie, une beauté, une grâce, une sublimité de l'ici et du là. On n'a pas besoin de faire 17 000 km en avion pour découvrir la beauté. Si on en a besoin, c'est un psy qu'il faut aller voir, c'est pas un écologue. Merci. 13e, il y a une dimension médiatique. Bon, je crois qu'il faut cesser d'édulcorer avec des mots qui confèrent à la catastrophe un caractère presque doux.
externe, un peu magique. Par exemple, je l'ai dit d'ailleurs moi-même plusieurs fois dans le texte, les vivants disparaissent. Genre, paf, il y avait un vivant, puis paf, il n'est plus là. Non, non, ils ne disparaissent pas, ils sont tués. Ils sont tués généralement dans d'atroces souffrances. Ils ne disparaissent pas. Vous voyez, si demain votre enfant se prend un coup de couteau, il a disparu. Non, il n'a pas disparu, il a été victime d'un meurtre. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas quelque chose de magique. On sait très bien ce qui se passe. Il faut absolument travailler sur les mots. Et je crois quand même, et je reconnais que beaucoup de journalistes l'ont maintenant intégré, mais pas tous. Je crois quand même qu'il faut absolument cesser de donner toujours l'impression qu'il y a un débat quand il n'y en a pas. Ce n'est pas la question et pas de museler quiconque. Mais franchement, est-ce que vous imaginez là, demain on va faire venir 2 personnes, un astrophysicien qui va expliquer que la Terre est ronde, et puis Monsieur Moldu qui va expliquer que la Terre est plate, et on va faire un débat. Oui, ok, on peut faire un débat, mais c'est débile, quoi. La Terre est ronde, c'est tout. Et donc là, avec le problème du réchauffement climatique, je suis quand même un peu outré de voir qu'on fabrique de faux débats en mettant en avant toujours les mêmes imposteurs, qui sont totalement non crédibles aux yeux des spécialistes, pour donner l'illusion qu'on fait valoir tous les points de vue. Non, mais ma chemise est bleue. Si vous croyez qu'elle est rose, vous changez de lunettes. Ce n'est pas un point de vue, c'est juste que vous voyez mal. Donc il va quand même falloir qu'on commence à être un peu sérieux. Ça fait 15 fois que j'emploie le mot, mais je fais exprès. Parce que les doudingues ne sont pas ce qu'on croit. C'est un peu le message que j'essaye de faire passer ce soir. Donc, cessons de surmédiatiser les négationnistes de la catastrophe. Il ne s'agit pas de les museler, il ne s'agit pas de les emprisonner, il ne s'agit pas de leur dénier le droit de parole. Il faut leur donner la place qui est la leur. Voilà, ça sera très bien. Et puis, il faut re-hiérarchiser l'information. Donc, la fin du monde, la perte de diversité et de beauté du monde. C'est ça que j'appelle fin du monde. Moi, je suis astrophysicien, je sais que la Terre va continuer de tourner, quoi qu'on fasse. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est quoi le monde ? Le monde, c'est le fragile, c'est le miraculeux, c'est le merveilleux, c'est le divers. Donc, en ce sens-là, oui, je peux parler d'un risque de fin du monde. Ce n'est pas une information annexe. Ça ne peut pas arriver en deuxième partie de journal. Quand on est au milieu de la guerre, on n'évoque pas la guerre en deuxième partie de journal. C'est pas possible, c'est indécent, et ça, il faut vraiment que ce soit drastiquement intégré. Attention. Roi tragique à la bouche entr'ouverte. J'accède à tes jardins de sable désolé, où tu bandes, seul, figé, et 2 doigts levés, d'un voile de lin bleu la tête recouverte. Par un délire idiot, je vois ton double pur. Amour, chanson, ma reine, est-ce un spectre mâle, aperçu lors des jeux dans ta prunelle pâle, qui m'examine ainsi sur le plâtre du mur? Ne sois pas rigoureux. Laisse chanter matine à ton cœur bohémien, m'accorde un seul baiser, mon Dieu. Je vais claquer, sans te pouvoir serrer dans ma vie une fois sur mon cœur et ma pine. Pardonnez-moi, mon Dieu, parce que j'ai péché. Les larmes de ma voix, ma fièvre, ma souffrance, le mal de m'envoler du beau pays de France, n'est-ce assez, mon Seigneur, pour aller me coucher trébuchant d'espérance? Dans vos bras embaumés, dans vos châteaux de neige, Seigneur des lieux obscurs, je sais encore prier. C'est moi, mon Père, un jour qui me suis écrié gloire au plus haut du ciel, au Dieu qui me protège, Hermès au tendre pied. Je demande à la mort la paix, les longs silences, les chants des séraphins, leurs parfums, leurs guirlandes, les angelots de laine en chaude houppelande, et j'espère des nuits sans lune ni soleil sur d'immobiles landes. Jean Genet. Les hommes auront-ils une empreinte sur la Terre qu'il sera possible d'observer, disons, dans 100 millions d'années? Aux échelles de temps géologiques, est-ce qu'un scorpion géologue sera capable de savoir, dans quelques dizaines ou centaines de millions d'années, que nous avons existé? Pas évident.
tous nos artefacts, les livres, les centrales nucléaires, les barrages, les églises, tout sera rasé aux échelles de temps géologiques. Il ne restera rien. Donc, dans le très long terme, on ne pourra pas savoir que nous avons été là. Si. Il y aura un moyen de savoir. Non, ce n'est pas l'augmentation du CO2 dans les carottages des glaces parce qu'il n'y aura plus de glace. Non. Le moyen de savoir, c'est par les fossiles. En regardant les fossiles, notre géologue, dans 100 millions d'années, découvrira qu'il y aura eu une extinction massive, ultra brutale, plus rapide que jamais de toutes les espèces, de toutes les branches de la vie, sans aucune cause météoritique ou géologique. Voilà l'empreinte que nous allons laisser dans la grande histoire. Dans l'histoire avec un grand H, nous sommes ceux qui auront éteint la vie, comme jamais aucune espèce ne l'a fait auparavant. Alors je conclurai en proposant un activisme fractal. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix importantes et intéressantes qui mènent l'action écologique et sociale, et je crois qu'il ne faut pas choisir. Il faut tenter d'endiguer la pauvreté tout en diminuant la destruction de la nature, en mettant en œuvre un peu de répartition dans le bon sens, dans la bonne humeur, dans une sorte peut-être même de sublimité extatique, et il faut refuser de choisir. Vous savez, entre les scientistes et les doux rêveurs, entre les doudingues et les intuitifs rêveurs, entre les radicaux et les nuancés, pour moi, la fractalité, elle se définit comme la persistance du motif, quelle que soit l'échelle. Et je crois que l'enjeu ici consisterait en réalité à intégrer la priorité de la vie sous tous les prismes, au niveau politique, associatif et individuel. La fractalité, c'est au niveau de l'échelle d'engagement, mais aussi au niveau des modalités. Il y a une dimension rationnelle légale et spontanée volontaire, techno-scientifique et religieuse spirituelle, militante activiste et diplomatique négociatrice. Il y a une dimension ontologique métaphysique et praxique heuristique. Il est temps de choisir, de ne pas choisir, et de répartir les tâches, me semble-t-il, au gré des aspirations et des compétences. Il faut de nouvelles alliances entre les cultures et entre les espèces. Et je crois que la multifractalité doit aussi toucher à la sémantique. Appelons un chat, et donc une extermination. Nous avons en réalité un monde à créer, une résistance poétique à inventer. Voilà qui, je crois, devrait nous faire rêver profondément, ou au contraire, nous empêcher de dormir. Et je nous rappelle que le grand philosophe et un peu poète, d'ailleurs, Emmanuel Lévinas, aimait à considérer que les insomniaques sont des passeurs, sont des veilleurs, sont ceux qui assurent la continuité du réel malgré le sommeil des autres, sont ceux qui permettent, métaphoriquement bien sûr, à l'univers de continuer d'exister. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon ami Pomme de bien vouloir chanter quelques mots pour ceux qui rêvent et pour les autres. Bonsoir. Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles, petits trous dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et moi envoûtée de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas et moins je dors et plus je pense et plus je pense et moins j'oublie l'immense impasse, l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. C'est inouï tout ce silence, qu'il est cosmique cet ennui. Dois-je recourir à la science, anesthésie et l'insomnie? Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas. Et puis, passé minuit, je danse au rythme des tachycardies. Et tout s'emballe, et tout balance, et tout m'étale, et tout me fuit. La lune est un fruit un peu rance, la vie est une maladie. Ceux qui rêvent ont bien de la chance,
chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance. Quant à moi, j'ai des insomnies. Ah, ah, minuit alors. Ah, je ne dors pas. Ah, minuit alors. Ah, je ne dors pas. 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 Merci. Merci beaucoup. Bon. On va vous souhaiter une bonne soirée. Je vous demande juste de partir peut-être en méditant ces quelques mots d'Héraclite, le grand penseur grec que nous rappelait que le monde est un enfant qui meurt, qui joue. Mais justement, cet enfant qui joue, aujourd'hui, est en train de devenir un enfant qui meurt. Et je crois qu'il serait temps que nous y prenions garde. Merci et bonne soirée. Béatrice. Merci. Merci. Merci.